Depuis 2 mois, Mélanie passe ses nuits au 3e sous-sol de ce parking du 18e arrondissement de Paris. Et qu'est-ce que ça fait là de dormir dans cette voiture? Ça fait du mal. En fait, t'as pas le choix. Soit tu dors dehors, dans la rue, t'as froid, ou tu préfères dormir dans une voiture ou avoir plus chaud. Ici, une vingtaine de voitures ont été transformées en lits de fortune. Il y a elle qui est ouverte. Elles ne sont pas abandonnées, mais ont été forcées par d'autres jeunes à la rue, venus chercher un refuge pour la nuit. On dort là des fois aussi. Après, il faut choisir les bonnes voitures parce qu'il y en a, ils sont mauvaises et tout ça. Oui. Certains soirs, Celle-là, je dors pas dedans, elle est cramée. les voitures servent de défouloir aux jeunes. Et ils l'ont cramée. Il est 18h. À cette heure-ci, les autres squatteurs ne sont pas encore arrivés. Mais après, c'est pas la sécurité ici. Parce qu'il y a beaucoup de hommes qui dorment dans le parking aussi. Il peut tout arriver, tu peux te faire voler, beaucoup de choses. Ça vous est déjà arrivé, vous, de voir des hommes qui vous ont embêté, qui vous ont... Non, ici à Clignancourt, jamais. Moi, jamais. Mais autrement, ça est déjà arrivé avant hier. On a essayé de me... Et qu'on m'a frappé. Mais autrement, non. Son agression aurait eu lieu en banlieue parisienne, dans une cabane de chantier squattée pour la nuit. Je vais rejoindre mon copain là-bas. Et on a dormi à 5 dans la même pièce. Et le mec, je me suis endormie, le mec il s'est approché de moi. Je sens quelqu'un qui touche par-dessus mon t-shirt, qui touche mes... En fait, ça veut dire que je me suis réveillée, j'ai enlevé ses mains et j'ai dit casse-toi, une fois. Après, je me suis rendormie, il a essayé d'enlever mon pantalon. Et mon copain qui était dans la même pièce que nous, il a rien fait. Il a laissé faire comme si c'était normal, en fait. Et là, j'ai pété les plombs. Moi, j'ai voulu me même là, en ce moment, j'ai envie de me parce que je suis pas bien. J'ai pas d'argent, je sais pas comment vivre, et voilà. C'est tout. J'ai mal, j'y arrive pas, en fait. C'est compliqué, surtout pour les filles, pour vivre dehors. C'est compliqué. Suite à cette agression, Mélanie a porté plainte. Comme elle, 15 à 20 filles au destin brisé sont livrées à elles-mêmes en plein cœur de Paris. Jeunes majeures, mais aussi mineures, elles sont pour la plupart françaises et fugueuses. Au pied du Sacré-Cœur, le populaire 18e arrondissement est devenu leur territoire. Barbès, La Chapelle, Clignancourt. Le carrefour de tous les trafics. Drogue, cigarettes, médicaments. La violence y est omniprésente. Méfiantes avec les adultes, ces jeunes filles nous ont laissé approcher leur quotidien. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi Mélanie, 21 ans, accro aux médicaments mais qui se bat pour s'en sortir. Parce que j'ai essayé 1 jour, 2 jours sans médicaments, j'y arrive pas. Sarah, 17 ans, enfant battu, dont la souffrance se lit sur la peau. Mais ce bras-là, il a ressenti tous mes mal-être. Et la plus jeune, Dounia, 15 ans, au visage enfantin, qui use de délinquance pour survivre. Tu voles souvent des téléphones? Ouais, presque tous les jours. Immersion dans le quotidien de ces jeunes filles à la dérive.
Après ces nuits passées dans le parking souterrain, Mélanie arpente le bitume parisien, sans but, toute la journée. Bienvenue à Clignancourt. Toute la journée, je fais comme ça, je marche. Je cherche quoi faire. Mais je trouve pas. Je réfléchis si je vole ou pas les gens. Est-ce que tu as déjà volé? Bah, dans les magasins. Mais jamais comme ça, voler à l'arraché, voler un téléphone ou voler dans les poches. Jamais ça. J'ai un peu peur comme j'ai jamais fait ça. Mélanie refuse aussi de mendier. Sa seule source de revenus, 500 € de RSA par mois. Mélanie est originaire de l'Est de la France. Sa vie d'errance a commencé au début de son adolescence. À l'origine de son infortune, une enfance marquée, dit-elle, par des violences familiales. Ça se passait mal avec ma mère. Problème, ma mère a beaucoup de violence avec ma mère. Elle me frappait jusqu'à j'ai des marques à mon visage, à mon corps et tout ça. Mes frères aussi m'insultaient de ma mère me c'est qu'une bâtarde, nanani, nanana. Elle mettait des claques ou ceinture ou comme tout ce que tu veux. Jusqu'à me prendre mes cheveux, à me cogner dans ma tête dans le mur, quoi. Jusqu'à jour où je vais à l'hôpital, qu'après j'ai dit à l'hôpital que j'avais des violences avec ma mère. Ils m'ont placée en foyer. Mélanie n'a que 12 ans lorsque l'aide sociale à l'enfance décide de son placement. Très vite, elle décroche de l'école. Aujourd'hui, elle a parfois du mal à s'exprimer. En foyer, après, j'ai connu les fugues. J'ai connu comme ça, comme la rue, comme tu fais, je vole dans les magasins pour manger, comme maintenant en fait. À quel âge t'as fugué, tu te souviens ou pas? J'étais placée à 12 ans, ma première fugue, 12 ans. Pourquoi tu fuguais du foyer? Parce que j'aime pas tout ce qui est enfermement et en communauté. Lors de ces fugues, Mélanie tombe dans l'engrenage des drogues. Depuis 3 mois qu'elle est à Paris, elle en a découvert de nouvelles, très bon marché. C'est dans le quartier de La Chapelle qu'elle se fournit. À côté des réfugiés soudanais et afghans, du matin au soir, sans même se cacher, des dizaines d'hommes se relaient pour vendre des cigarettes, mais aussi de l', et depuis peu, des médicaments. Oui, bonjour. Alors, ça va? Bonjour. Tranquille? Et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, tu vends quoi aujourd'hui? Hein? Tu vends quoi aujourd'hui? Wishaq. Erika. Nerika et Madame Courage, je veux. Le Lyrica et Madame Courage, le petit nom donné au Rivotril, sont 2 médicaments détournés pour leurs effets. Des antiépileptiques, disponibles uniquement sur prescription. Les dealers se les procurent notamment grâce à de fausses ordonnances. Combien ça? 7 Lyrica Hein? et une plaquette Madame Courage entière. Hein? Non, une plaque. Non, plaque. Une. La plaquette de 7 gélules est vendue 10 €, 1,50 € le cachet. Il y a ou pas? Ah oui, après 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes. Pour éviter d'être contrôlés avec de la marchandise, les vendeurs n'ont jamais de médicaments sur eux. C'est une autre personne, ici l'homme en rouge, qui est chargé de les récupérer. Les plaquettes sont dissimulées un peu partout dans les buissons. Ne se doutant pas que nous filmons à ce moment-là, le vendeur en profite pour proposer d'autres services à Mélanie. وانتي وين؟ Moi, Clignancourt. تجي معي العشوة؟ Hein? تجي معي؟ وحدي ينام بيت في الصكوات ولاد انتي طهوة بتروحي تحبي البيتي في كليانكور ولا بدي شي بيتي معي العشوة وتفطري معي ما نخرجش مرة الفطور انت كيف؟
إيريكا زاج chauffage موسيقى كلهم مقصرين تم. J'ai rien compris quand tu parles, je comprends rien. انت معايا ولا لا؟ Hein? العشوة numéro portable وين؟ Sans doute pour la convaincre de venir dans son squat. Ce jour-là, le vendeur lui fera cadeau des médicaments. C'est bon. Attention parce que c'est la police, c'est pour pas que la police le voie après. Ça c'est l'Erika. Ça c'est comme si tu fumais un joint. Ça te met bien, ça te... Et lui, Madame Courage. Et pourquoi on appelle ça Madame Courage? Parce que quand tu prends ça, il y en a, quand ils prennent beaucoup ça, ils font beaucoup les bêtises avec celui-là. Et ils cassent tout et ils font n'importe quoi. Je sais pas pourquoi les gens ça les énerve, mais moi ça me fait rien, ça me calme, ça me pose. Et là, cette plaquette, ça va tenir combien de temps? Ça va tenir que un jour. Donc mon cerveau est plus vite. Pris en grande quantité, ces puissants antidouleurs ont des effets dévastateurs. Problèmes cardiaques, respiratoires, jusqu'au coma. Dès qu'elle est en manque, Mélanie devient irritable. Oui, je vous écoute, mais je comprends pas ce que vous dites en fait. Au bout du fil, son opérateur téléphonique menace de couper sa ligne si elle ne règle pas son abonnement. Oh là là, c'est en train de me saouler, hein. C'est en train de m'énerver. Qu'est-ce qu'il coule? Autant casser la carte SIM maintenant, alors ça sert à rien. Contrariée, Mélanie prend une gélule. Non, là, ça me calme pas, là. J'ai envie de prendre tout d'un coup. Une demi-heure plus tard, la jeune femme a repris ses esprits. Mélanie a rendez-vous à l'ADSF, une association qui vient en aide aux femmes en situation de grande précarité. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? C'est la première fois que vous venez? Oui, la première fois. Vous êtes venu pour quoi aujourd'hui? Pour voir si je peux prendre une douche, pour voir si on peut changer les vêtements au Passéa. Ok, pas de souci. Je voulais savoir, est-ce que je peux mettre mon téléphone à charger, s'il vous plaît? Alors, chargeur. Ils sont là. Sinon, il y en a là, ouais. Oui, merci. Merci beaucoup, madame. Depuis son arrivée à Paris, c'est la première fois qu'elle ose pousser la porte d'une association. On a l'impression que tu as retrouvé un peu de sourire, là. Oui. Ah, j'ai retrouvé le sourire, comme vous avez dit. Cela fait 1 mois que Mélanie n'a pas pu prendre soin d'elle. Le shampoing. Le shampoing. L'association lui fournit un kit sanitaire avec produits d'hygiène de base. En plus, c'est de la bonne marque. C'est pas, tu vas aimer. Regarde. Ce sont d'anciennes bénéficiaires, devenues bénévoles, qui prennent soin des nouvelles arrivantes. Tout. Ouais, il est beau. Tout, c'est neuf, c'est moi qui peux l'empaquer. Merci beaucoup. De rien. Hop. À tout de suite. C'est bon, toc. Alors, c'était très bien la douche. Ça m'a fait du bien. J'ai mis 2 heures. Désolée du temps, hein. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Depuis qu'elle est à la rue, Mélanie a vu sa santé se dégrader. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas lavé mes dents. J'ai pas l'intérieur. Faut que j'aille à le dentiste. Ils sont beaux mes cheveux quand ils sont peignés. Et avant d'être à la rue, tu prenais soin de toi? Ouais. Toujours bien habillé, toujours bien coiffé, toujours
mais pas comme comme on dit, un clochard. Ah ouais. Ce péage. Ça me pousse un putain. J'ai attrapé des poux. C'est pas possible ça, c'est pas possible. J'ai des poux, je me rase les cheveux comme les garçons. Non, c'est pas grave. Pour venir en aide à ces jeunes femmes en errance, il y a les associations, mais aussi parfois de bons samaritains. Figure du quartier, Remonte un petit peu les stores. Mourad tient une supérette en plein cœur de la chapelle. Bonjour. Il y a 2 ans, il remarque la présence inhabituelle de jeunes filles errant dans le quartier. Voilà, ça fait 8 € 6 centimes, s'il vous plaît. Mourad est immédiatement frappé par leur âge. Merci, au revoir. Il y avait des filles, elles étaient trop jeunes. Moi, je suis un père de famille. Voilà, j'ai vu des petites filles à 11 ans. 11 ans, 12 ans, 13 ans. C'est eux qui viennent dans le magasin pour acheter, des fois, ils n'ont pas d'argent, ils essaient de voler, on comprend très bien. Et ils essaient de voler des petits trucs. Hein. Allez, un petit sandwich, une petite canette. On distingue un petit voleur qui a faim plus qu'autre chose. On les prend en petit contact, on leur donne à manger. Et à partir de là, en fait, on a commencé le vrai contact avec les petites filles. L'arrivée de ces petites filles, comme ils les appellent, suscite la convoitise des hommes qui occupent le quartier. Les groupes de garçons, ils se battent entre eux pour récupérer une telle ou telle. Aujourd'hui, non, c'est la mienne. L'autre groupe, non, c'est la mienne. Et je peux vous dire que pour eux, c'est désolé de utiliser un petit peu le mot, ça choque un petit peu, mais c'est de la viande fraîche. Ça marque. Ça reste difficile. Pour moi, ça reste difficile. C'est un truc que je ne peux pas le digérer, en fait. Mourad va encore devoir faire face à la détresse de ces jeunes filles. Donne-moi la bouteille. Ce jour-là, l'une d'entre elles débarque. Déjà ivre, elle vient d'acheter du whisky. Moi j'aime le label, laisse-moi ce label. Écoute-moi, arrête de faire ton... C'est label, moi j'aime le label, c'est tout ce qui... Donne-moi la bouteille d'abord, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. J'ai acheté... Je te donne l'argent. Je te donne l'argent. Donne-moi la bouteille. Sarah a 17 ans. Donne-moi la bouteille. Ce n'est pas la première fois que Mourad la voit. Va prendre une petite bouteille de jus, c'est mieux. Tu préfères que je boive ou tu préfères que je prenne aller acheter le hamra que je préfère acheter les ricas? Je te dis la Pas vérité. comme ça. Tu es avec tes problèmes, je t'ai dit, il faut être intelligente, non? Faut pas être intelligente, c'est comme ça que tu... C'est comme ça. C'est comme ça qu'on aime les gens. Là, je les appelle. Merci beaucoup. Mais remboursez-moi. Je t'assure, je te rembourse. Sarah vient de fuir son foyer. Elle s'est disputée avec son éducateur, qui l'aurait accusée d'avoir volé de l'argent à une autre fille de l'établissement. Tu fais un truc que j'ai pas fait. Écoute, c'est à toi de prouver que c'est pas toi. Mais j'étais en train de dormir dans ce... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas, t'inquiète pas, la vérité finira toujours par s'éclater. Je t'assure, crois-moi. Mourad contacte son éducateur, qui doit arriver dans 20 minutes. Donne-moi tout de suite. Assieds-toi. Il est en train de ranger le truc. Arrête d'être stressé, c'est pas grave. Le commerçant tente de la retenir. Parce que t'avais la note, oui. Vas-y, assieds-toi. 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 Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Mais malgré ses efforts, Tu reviens demain? Appelle-moi. originaire de banlieue parisienne, Sarah est arrivée à Barbès alors qu'elle n'avait que 14 ans. Comme la plupart des filles, elle tombe très vite dans la drogue et dans la délinquance. Pour acheter ça, j'ai dû voler. Ça, je l'ai volé. Ça, c'est volé. Ça, c'est volé. Ça, je l'ai acheté. Ça, c'est volé. Tout ce que j'ai sur moi, ça, c'est donné, c'est un cadeau. Madame, attention. On peut être voleur, mais prévenir les autres. Moi, j'aime bien faire ça. Surtout les filles. L'éducateur de Sarah, qui comprend l'arabe, parvient à la joindre. Non, là.
في ديجا ماشي في بارباس ماشي في لا شابيل ماشي في والو أنا في لا ليبرتي هنايا بصح ما نبالك شويه. L'éducateur de l'aide sociale à l'enfance essaie de rétablir le dialogue. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a blessé, toi? Moi, c'est le fait que on confirme en gros que oui, c'est moi qui a volé. Moi, je ne t'ai pas fouillé, parce que je n'ai pas à te fouiller, je ne t'ai pas... Mais je me pose des questions. Pourquoi je me pose des questions? C'est parce qu'il y a un passé, tu le sais. On se dit les choses, c'est réel, j'ai fait des vols. Mais ça veut pas dire que je vais rester une voleuse toute ma vie. C'est même plus de la colère que j'ai, c'est de la haine qui devient de la tristesse qui dit vas-y, cet éducateur m'a collé une étiquette, en fait tu peux pas faire confiance. Peut-être que je t'ai accusé à tort, peut-être, je n'en sais rien. Si c'est le cas, je m'en excuse. Il n'y a que toi qui le fais en conscience. Pour comprendre la difficulté de prise en charge de ces jeunes filles, nous avons contacté l'aide sociale à l'enfance. Elle a refusé notre demande d'interview. Avant d'accepter il y a quelques mois de dormir en foyer, Sarah a passé 3 ans dans la rue, entre squats et porches d'immeubles, accompagnée d'autres jeunes en errance. On a dormi là. Il pleuvait le soir, on était en tente. On avait mis une tente ici. Et il s'est archi chaud en plus, c'est ça. Il est archi chaud dans la tente. Mais je regrette pas. Parce que ça reste des moments où je peux rigoler, mais... Il n'y en a pas beaucoup des moments où tu peux rigoler? Depuis l'âge de 3 ans, je rigole pas. Sarah a fait sa première fugue à l'âge de 12 ans, alors qu'elle était en 5e. Comme souvent, à l'origine, un climat familial très difficile, avec une mère absente et un père violent. Ce soir-là, Sarah retournera dormir dans son foyer. C'est une des rares jeunes filles en errance à avoir accepté une mise à l'abri sur une longue durée. D'autres mineurs refusent la protection proposée par les institutions. Dounia se présente à nous comme une Algérienne de 15 ans. À d'autres, elle dit en avoir 20. Avec son visage enfantin, elle en paraît beaucoup moins. Il est 16 h. Elle vient de prendre son premier repas de la journée. J'ai mangé un ananas et une Happy Meal avec des patates et des nuggets. Comment t'as pu te payer ce repas? J'ai volé un téléphone. J'ai demandé un appel. Excusez-moi, je peux avoir un appel pour appeler ma mère et puis je me barre en courant avec le téléphone. Après, j'ai été dans un magasin qui prend les téléphones et puis je l'ai vendu 15 €. Juste 15 €? Ouais. Après, moi, ça me suffit, mon paquet de clopes à manger et puis voilà. Mais ce serait plus simple quand même d'aller chercher un repas dans une assoce que de voler un téléphone portable. Ouais, mais pour moi, maintenant, c'est une habitude. C'est même plus... Je me dis, il vaut mieux que les clochards qui volent pas, qu'ils mangent, que moi, comme je sais voler, je me débrouille tout le temps, quoi. Parce qu'elle est mineure, Dounia devrait être en foyer. Recueillie dans la rue par les travailleurs sociaux à plusieurs reprises, elle a fui systématiquement. À partir du moment où c'est le foyer, il faut être rentré vers 18 h, 19 h, vers l'heure du repas, quoi. Moi, j'aime bien traîner un peu parce que, comment on dit, genre le soir, il y a mes potes, on rigole, on mange, on fume. Et moi, j'aime bien rentrer des fois à des heures pas possibles. Des fois où je peux rentrer vers minuit, 1 h du matin, voire même 2 h, 3 h. Ses potes, des hommes, pour la plupart majeurs, des clandestins, vendeurs de cigarettes et de médicaments, avec qui elle traîne toute la journée. Dounia semble très à l'aise. Allez, comme moi. Ça fait longtemps qu'on a également un mariage. Mais c'est le mariage. Vous allez vous marier ici? Non,
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de traîner avec les garçons ici et tout? Bah rien, c'est juste, je sais pas, j'aime bien rigoler avec eux. Et puis, bah, il y en a, c'est comme mes frères, carrément. Ici, la fraternité est une illusion. Il y a surtout l'appât du gain et la violence. Esquiver la violence, mais aussi les avances et les propositions. Ah, il veut passer. Alors que nous tournons en caméra discrète, un homme d'une cinquantaine d'années l'aborde sans complexe. Non, je viens faire ça. Ah, tu as fait ça? D'accord. Toi avec ton copain? Ouais. C'est petit, c'est pas grand, toi. Allez, bon courage. Merci. Qu'est-ce qu'il t'a demandé là? Il m'a demandé mon numéro de téléphone. Il avait l'âge d'être ton père, hein? Maintenant, c'est plus vieux. Et toi, qu'est-ce que t'en penses qu'un homme qui a plus que l'âge d'être ton père te demande ton numéro? Bah, je trouve ça bizarre, hein. Mais je sais comment répondre, je sais comment... Après, tant pis, hein. Dounia dit vivre à la rue depuis l'âge de 12 ans. Pour elle, tout aurait commencé lors de son entrée en 6e, lorsque sa mère décide de quitter le foyer familial. Bah, en fait, mon père, il s'entendait pas super bien avec ma mère, déjà, de base. Du coup, ma mère, bah, elle est partie en Algérie. Et puis, il est resté mon père et mes 4 grands frères et ma petite soeur, du coup, bah, qui est en foyer. Et quand mon père, il est parti en prison parce qu'il vendait de l'État, et bah, nous, on est montés à Paris. Et puis, bah, après, j'ai commencé à bouger à Lyon, en Bretagne, à Marseille, à Le Mans. Partout où je pouvais y aller, j'allais. J'en avais rien à foutre. Dounia revendique une liberté totale, qui est en fait une chimère. Elle tombe très vite sous l'emprise de la drogue. Au bout d'une demi-heure d'interview, Dounia doit nous quitter. Juste, je peux aller voir mes potes parce que ça va être un peu chaud. L'adolescente refuse que nous la suivions dans le squat où elle est attendue. La loi impose à l'État français d'assurer la protection et la mise à l'abri des mineurs. À Paris, c'est à la mairie qu'est confiée cette responsabilité. Elle mobilise l'aide sociale à l'enfance, mais aussi une association, Hors la rue, qui vient en aide aux mineurs isolés sans abri. Depuis 1 an, l'équipe d'Aurélie de Goro-Starzo suit une dizaine de jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas en foyer ou mises à l'abri, ces jeunes filles? Notre système de protection de l'enfance en France fonctionne, et notamment aussi notre association, sur le principe de la libre adhésion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un jeune et l'enfermer pour son bien-être. Ce sont des jeunes filles qui sont hors normes, qui sont hors cadre, qui sont dans des parcours d'errance aggravés, qui ne sont pas en demande de protection et qui sont en situation de défiance vis-à-vis des adultes, vis-à-vis des institutions. Elles brouillent les cartes elles-mêmes. Ça nous a pris plusieurs mois avant de réaliser qu'en fait, elles étaient, pour la plupart d'entre elles, de nationalité française et mineures, alors qu'elles-mêmes se présentaient comme étrangères et majeures. Et quand elles se présentent comme majeures, elles estiment que du coup, elles sont en dehors des circuits de protection de l'enfance et qu'on ne viendra plus les enquiquiner avec notre présence. Les tentatives de protection de l'association sont mises à mal par les hommes qui gravitent autour des filles. Ceux qu'elles présentent comme leurs potes ou leurs petits amis les utilisent. On n'est pas sur des grands réseaux organisés, on est vraiment sur de l'opportunisme, de la petite délinquance et de l'exploitation qui se fait au cas par cas. Elles peuvent être contraintes à commettre des délits, donc ça va être du vol à l'arraché, du vol de téléphone portable, pour pouvoir gagner leur place en squat, par exemple. On va parler de prostitution aussi, de jeunes filles qui, là, pendant le confinement de l'année dernière, ont pu être séquestrées pendant plusieurs semaines
et exploitées par des personnes malveillantes. C'est un sujet qui est un peu tabou. Ces jeunes filles ne conscientisent pas véritablement ce statut-là. Elles se retrouvent dans une situation d'emprise psychologique, dans une situation d'emprise amoureuse très toxique et qui fait qu'elles n'ont pas conscience et qu'elles banalisent les violences dont elles sont victimes. Ce jour-là, nous avions rendez-vous avec Mélanie, la jeune fille de 21 ans qui dort dans un parking. Nous l'avons attendue plusieurs heures, mais elle n'est jamais venue. Le lendemain matin, nous recevons un SMS. Nous la retrouvons quelques heures après sa sortie du commissariat. Et alors, ça se passait comment? Il fait froid dans les cellules. Mais autrement, ça va. Ça s'est bien passé. Par contre, j'ai pas mangé la gamelle qui est là-bas parce que c'est pas bon leur truc. La veille, Mélanie a tenté de voler un téléphone portable à une femme dans le métro. Elle a été prise en flagrant délit par des policiers en civil. Hier, à la gare du Nord, aux petites machines pour passer. Hop, dans son sac, j'ai ouvert son sac et j'ai pris son téléphone. Et sauf qu'il y avait les civils derrière moi. Il m'a dit, on te suit mais depuis un petit moment. J'ai dit, ah, c'est moi qui est bête, gare du Nord. Et les policiers partout à la gare du Nord. Comment tu t'es décidée, toi, à voler cette dame? J'ai voulu voler là, parce que j'étais trop en manque de médocs. J'ai déjà essayé 2 jours de ne pas prendre. Mais j'énerve beaucoup. Qu'est-ce que tu peux faire de pire quand t'es énervée? Au pire, faire à la bagarre. Comme l'autre, la dernière fois, je la connais pas, elle parle près de mon visage comme ça, avec ses mains gentiment, je les pousse. J'ai dit, tu parles pas comme ça devant moi, avec tes mains devant mon visage. Après, elle a commencé à parler fort, Bah là, j'avais mon cutter sur moi, j'ai tapé elle avec mon cutter. Tu as tapé où avec le cutter? Elle m'a dit, le visage ici. Dans la rue, les bagarres sont devenues le quotidien de Mélanie. Mais la plupart du temps, elle en est la victime. Ses blessures, la jeune femme ne les a jamais faites soigner. Bonjour. Aujourd'hui, elle a décidé de les montrer à Marine, l'infirmière de l'association où elle s'est douchée la semaine précédente. Elle fait comment ça? Ça, c'est des brûlures. Ça, c'est des brûlures. Qu'on a fait avec le truc, les ronds là, de charbon là. Tu sais, le truc rond pour les chichas. Bah ça, quand c'est chauffé, ils m'ont mis dessus, le truc de charbon à les chichas. Petite débat, mais tu peux rien faire. Qui les a faites? Bah, les gens que j'ai fréquentés, qui étaient pas bien. Ils ont fait ça pourquoi à ce moment-là? Ben, parce que je voulais pas faire ce qu'ils veulent. Ils te demandaient de faire quoi? Bah, l'amour avec eux, moi je refusais. Ça veut dire que ben, ça leur plaisait pas, quoi. Bon, de toute façon, on va voir ce qu'il est possible de faire. Et puis, il y a des crèmes qui existent pour les atténuer, du moins. Prendre des cicatrices, ça met du temps à partir. Ouais. Après, évidemment, avec du temps, ça part. Ouais. Mais là, celles-là, elles sont grosses. Même toi, tu veux plus les voir, de toute façon. Ouais, même moi, je veux plus les voir. Ok, ça roule. Comme la plupart des filles de la rue, par méfiance, par peur ou par honte, Mélanie refuse d'aller à l'hôpital. Marine et Lucie, la psychologue, vont essayer d'en savoir plus sur sa santé. Donc là, en fait, on va te poser quelques questions. On va faire un petit entretien. Ce que tu as pas envie de dire, tu le dis pas. Est-ce que tu as déjà eu une grosse bagarre ou une fracture? Bah, juste la dernière fois, en fait, il y a un mec qui m'a frappé. Et de cet œil-là, je vois flou. Hein. Ok. Ouais. D'accord. Donc t'as quand même, à niveau de l'œil gauche, une petite déficience comparée à l'autre œil. Ouais. Tu vois pas pareil des autres. Ouais. Okay. C'était quand la dernière fois que tu avais vu un médecin? Ça fait longtemps. Et tu l'avais vu pourquoi, ce médecin? Bah, j'ai vu parce que quand j'étais enceinte de ma fille. Ok, d'accord. J'ai 2 filles. Ma première grossesse, elle est eu à 16 ans.
et l'autre 19 ans. Ok. Ok. Elles s'appellent comment, vos filles? Et... Ok, c'est joli comme ça. Merci. Mélanie a décidé de faire ce premier pas vers des professionnels de santé, car elle espère sortir de la marginalité pour un jour récupérer la garde de ses filles, placées toutes les deux en famille d'accueil. On ressemble beaucoup, hein. Là, c'était où? À la maternité. Je venais d'accoucher ce jour-là. Et c'est là, son premier jour à l'école. Pour son premier enfant, Mélanie a fait un déni de grossesse. Au bout de 5 mois, j'ai vu que j'avais plus mes règles. Alors là, j'ai eu problème. Je suis partie chez le gynécologue. Et là, il m'a dit, vous êtes à 5 mois. Et ben, je l'ai dit à son père. Et son père, il a pas voulu assumer. Ça veut dire qu'il m'a laissé tout seul. Son petit ami de l'époque ne reconnaîtra jamais sa fille. Elle sera placée au bout de 6 mois. Sa deuxième, d'un autre père, naîtra 3 ans plus tard. Elle aussi sera placée par les services de la protection de l'enfance. Mélanie la voit une fois par mois, sous la surveillance d'éducateurs. Pendant la visite, qu'on est ensemble, elle ne peut pas se passer de moi. Toujours elle reste avec moi, toujours elle se colle à moi, toujours des câlins, toujours des bisous. Mélanie voit aussi sa fille aînée une fois par mois, mais avec elle, les retrouvailles sont plus douloureuses. Des fois, elle ne veut pas venir me faire des bisous, après ça se voit, l'éducatrice elle voit que je suis blessée et tout. Même des fois, je pleure devant l'éducatrice pendant les visites. Parce qu'elle ne veut pas être avec moi, elle ne veut pas jouer. C'est compliqué avec elle. Si j'aurais une enfance tranquille, je serais dans ma maison avec mes propres enfants. Je serais pas comme ça à galérer. C'est le truc qui est le plus beau dans ma vie, qui m'a rendu le plus beau dans ma vie. Garder le lien malgré tout. C'est aussi le combat que mènent certaines mères de ces jeunes filles à la rue. Quelques jours après avoir perdu sa trace, nous apprenons que Dounia a quitté Paris. Celle qui nous disait avoir 15 ans, être algérienne et avoir été abandonnée par sa mère, a en fait une toute autre histoire. Un petit cookies. Et regarde ce qu'il y a dans le sac, il y a plein de choses, c'est pour vous. L'adolescente, qui a changé de couleur de cheveux, est rentrée auprès de sa maman Sandrine, après une fugue de 4 mois. Dounia s'appelle en fait Louise, elle est française, vient d'avoir 14 ans et a une petite sœur de 9 ans. Tu la trouves comment avec sa nouvelle couleur de cheveux? Je la préfère blonde, elle me ressemble plus. Quand tu l'as vue revenir à la maison, t'as ressenti quoi? Bah... de l'amour. T'es contente d'être revenue? Ouais, ça me fait me reposer, ça me fait du bien. Après, ça change de Paris, c'est sûr, il n'y a pas tous les blagueurs qui sont en bas de chez moi, ouais, sors ça, où il n'y a pas Marlboro cigarette comme il y a à Paris, mais ça fait du bien. Quand on t'a rencontré, tu t'es présentée sous une autre identité, ouais. Tu nous as raconté une autre histoire. C'est comme ce que je raconte à la police ou aux éducateurs qui viennent me voir dans la rue, je leur dis ça. Je leur dis, je m'appelle ma mère, elle est en Algérie, mon père, il est à Marseille, comme ça, je suis sûre de ne pas être cramée. Parce que je sais que si je dis ouais, je m'appelle comme ça, et la police, au bout d'un moment, je vais me faire attraper. Louise a tout de même ramené un petit bout de Barbès avec elle. Elle nous présente Reda, son petit ami, rencontré dans un squat de banlieue parisienne. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire une semaine bientôt. Depuis vendredi, je crois. Ouais, bientôt une semaine. Il parle arabe, comment tu fais pour communiquer avec lui? Je parle un peu arabe. Puis il parle un peu français, du coup on mélange les deux, tiens. Le retour de Louise à la maison
marque pour sa maman Sandrine la fin d'un calvaire. Mandataire judiciaire, elle a arrêté de travailler il y a 1 an pour se consacrer à sa fille. Je la trouve au top quand même. Hein. Mais bon, après, c'est pas gagné, hein, c'est sûr. Hein. Il y a 4 jours, accompagnée du papa de Louise, son ex-mari, artisan dans le BTP, elle se rend à Paris pour chercher sa fille. Le jeudi après-midi, on est arrivé sur Barbès, donc boulevard La Chapelle, là. Donc on a commencé à demander à 2-3 personnes, donc ils connaissaient vraiment. Il y a un monsieur qui nous a même dit « Oh là là, il faut la ramener parce qu'elle ne fréquente pas les bonnes personnes. » Et il me dit « Je vous promets, elle va vous rappeler. Je vais faire au mieux pour qu'elle vous rappelle. » Et elle me rappelle. Et il me dit « Oh, coucou maman !» Enfin voilà. Et elle me dit « Oui, t'es venue me chercher. Si tu veux, je veux juste te voir en fait. » Louise accepte et donne rendez-vous à sa maman à la sortie d'un squat. 4 mois que Sandrine n'avait pas vu son enfant. J'ai pris ma fille, j'ai pleuré. Enfin voilà, j'ai dit plein d'émotions quoi. Comment l'expliquer? C'est un soulagement en fait. Un soulagement d'avoir vivante. Après c'est impressionnant parce qu'elle avait beaucoup maigri. Les yeux, on se demande quel produit ils prennent. Parce que bien sûr elle a dit qu'elle prend rien. Mais bon c'est bien, voilà, ça m'étonnerait quand même. Vous disiez, j'étais contente de la retrouver vivante. Ah ouais. Parce que vous vous étiez imaginé quoi pendant tous ces mois d'absence? Parce que alors, je reste positive tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a des nuits, je me réveillais en transe. J'avais mal au ventre, j'avais l'impression que le mal qu'on faisait des fois à ma fille, je le ressentais la nuit. Et j'avais, c'est vrai, un flash de voir ma fille morte dans un fossé. C'est une image que j'avais. Avant de la localiser à Paris, Sandrine a passé des semaines à pister sa fille sur les réseaux sociaux. Louise postait régulièrement des photos de sa vie à Barbès. Donc là, on la voit en rappeuse, portant le voile. Et là c'est une des dernières photos qu'on a eues. Et là, vraiment, cette photo-là nous a choqués, en fait. Pourquoi? On l'a trouvée amaigrie, triste. Et on a l'impression que... là, c'est dans le bus, mais c'est jamais les mêmes logements, en fait. Moi, je pense qu'elle utilisait son corps pour aller dormir, quoi. Sandrine pense à la prostitution, car sur la plupart des photos, Louise est entourée d'hommes bien plus âgés, dans des situations parfois choquantes. Et là, on voit qu'elle prend de la c*** et tout, quoi. Je sais qui ces types-là, ils ont l'air tous majeurs quand même. C'est grave quand même. J'attendais, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. Après, j'allais tous les jours au commissariat, je leur montrais les choses, voilà. C'était démuni, c'était comment faire pour la retrouver. Je disais pourquoi la police la retrouve pas, pourquoi avec toutes les photos ils vont pas chez les personnes chez qui on voit. Et ils vont pas la chercher, la ramener et qui coffrent pas ces majeurs-là, quoi. Et je me dis quand même c'est des preuves ça, Louise n'en était pas à sa première fugue. Sandrine a recensé tous les événements marquants de sa descente aux enfers. La chronologie d'un parcours chaotique. Alors du coup, le 26 novembre 2019, il y a eu la première fugue. Décembre 2019, suite à un conseil de discipline, elle a été exclue du collège d'où elle était. À chaque fois, la mère signale sa disparition à la police qui lance des avis de recherche. Les services sociaux qui suivent l'adolescente sont également alertés. Janvier, février, mars 2020, le comportement est de plus en plus violent. Petit vol dans mon sac à main. Mi-août, elle a fugué. Le 9 octobre, une nouvelle fugue. Cette fois, elle est partie avec sa valise. Et là, nous l'avons retrouvée à Asnières-sur-Seine. La police l'a arrêtée dans la rue en pyjama. Au total, une dizaine de fugues en 1 an et demi. À chaque fois, de plus en plus longues. Novembre 2020, 2 fugues. Elle partira de la maison le 30 décembre, elle n'est jamais revenue. Pourquoi vous avez écrit tout ça? Pour dire que moi, sa mère, j'étais là. Parce que j'étais démunie. J'arrivais pas à continuer ma fille. Vous avez culpabilisé? Oh oui. Je me suis dit, j'ai pas su l'écouter, j'ai pas dû dire les bonnes paroles. Voilà, aussi, on est fautif à un moment donné, on a foiré. Mais je me dis, d'aller jusque-là, quand même, c'est grave, quoi. Avant les fugues, Louise était une enfant comme les autres, pratiquant chant, théâtre et patin à glace. Mais à la maison, les disputes entre ses parents se multiplient. Début 2019, Louise a 11 ans. Elle est en 6e. Son attitude change radicalement. Elle est rentrée un soir,
Et elle a été sous la douche et elle s'est lavée pendant des heures. Et je comprenais pas et ça a été comme ça quasiment toute la semaine. Et ouais, j'ai dit, il y a eu quelque chose, pourquoi tu te laves comme ça? De toute façon, je pouvais plus la toucher, plus rien. Dès que je voulais la coiffer, elle me dit, tiens, touche plus. Je ne pouvais plus toucher mon enfant. Alors du coup, pour moi, c'était un signe où il s'était passé quelque chose avec un garçon. Et pourtant, j'ai posé la question. Enfin, moi, j'y avais repéré, mais non, il s'est rien passé. Tais-toi, t'en occupes pas, quoi. Face au silence de sa fille, Sandrine cherche des réponses dans son carnet intime. La mère découvre que Louise aurait été victime de harcèlement scolaire au collège. Voilà, elle dit, j'en avais marre d'être tout le temps la victime, la boubou, la petite grosse. La grosse vache, la grosse conne, voilà. Enfin, je veux dire, on n'écrit pas ça pour rien, quoi. Quelques mois plus tard, elle découvre une autre lettre relatant un événement que Louise n'ose pas écrire. J'ai toujours eu une belle vie, je vais pas vous le cacher, jusqu'à il y a peu de temps où tout a basculé. Et c'est là, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh ben, je sais pas. Et 3 petits points. Et c'est ça la grande question, en fait. Aujourd'hui encore, le dialogue est difficile. Du coup, je relisais un petit peu tous les mots et tout ça que je voyais avec toi. Ouais. T'as rien à dire? Non. Tu veux pas en parler? Non. Mais regarde tout ça, là. Mais ça, j'étais petite. Ah, t'étais petite. Je crois pas que ça a un lien avec aujourd'hui. Non. Hein? Bah non, pareil, ça, je m'en fous. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah non. Louise accepte de nous parler en tête-à-tête, dans l'intimité de sa chambre. Nous évoquons les notes trouvées par sa mère dans son journal intime. Non, j'ai jamais eu de harcèlement. Elle a pensé ça parce que des fois j'écrivais ça pour... comme ça, genre je me disais vas-y, je vais écrire ça, mais ça voulait rien dire. T'as inventé, tu veux dire? Bah non, mais genre j'écrivais ça, genre par exemple, je me disais ouais tiens, je vais écrire un livre et puis je vais écrire ça. Puis maman, en fait, elle lisait les phrases là. Et puis elle, elle pensait que c'était vraiment vrai, alors que je lui ai tout le temps dit que c'était faux. Avec Louise, difficile de démêler le vrai du faux. Sur l'événement qui aurait tout fait basculer durant sa 6e, pas de réponse. Paradoxalement, elle nous livre le récit d'un épisode traumatisant qu'elle aurait subi lors d'une de ses premières fugues. Bah, j'étais dans une cave, dans une cité, en train de fumer du shit. Et en fait, un mec qui voulait déjà sortir avec moi, je suis restée toute seule avec lui pendant un bon moment, le temps que l'autre il arrive, parce qu'il était parti chercher du shit. Et en fait, sur le coup, il était beaucoup plus balèze que moi. Puis bah, il m'a attrapée, puis bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis bah, après, bah, le mec en question, il a eu des problèmes, j'ai été porter plainte contre lui. T'avais quel âge du coup? J'avais 12 ans, j'allais faire mes 13 ans. Franchement, ça me revient plus en tête. À part quand maman elle m'en parle, bah, elle m'en parle, mais je lui dis clairement, j'en ai rien à foutre, ne me parle pas de ça, c'est du passé. Après, elle n'arrive pas à faire le cap sur ça. Et moi, je me dis, ouais, c'est passé, genre ça va peut-être rester 1 semaine, 2 semaines dans ma tête, et après, c'est bon. C'est quelque chose de bon, ça, moi, dans la vie. 1 mois après son retour à la maison, Louise fuguera à nouveau. Ses parents la retrouveront 3 mois plus tard en banlieue parisienne. Aujourd'hui, elle est hospitalisée dans un service spécialisé pour les adolescents en souffrance. À Paris, après 2 semaines sans nouvelles, nous retrouvons Mélanie. Je fais le choix, on fait le choix, assume, on revient pas sur ce qu'on dit. Danser, c'est la fête aujourd'hui. Elle est avec sa meilleure amie Lila, elle aussi en errance. Les 2 copines semblent avoir abusé des médicaments. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma langue. J'ai peur que ce soit à cause des médicaments. T'as pris beaucoup de médicaments? Hier, oh là là, je l'ai pris beaucoup. On a pris beaucoup de médicaments hier. On a tout
hier soir et aujourd'hui aussi. Une prise excessive d'antiépileptiques Vas-y, la musique t'as... peut entraîner un coma. Mais Mélanie refuse d'aller à l'hôpital. Ah, je vais vomir. Lucien, ça va sortir direct. Vas-y. Elle préfère suivre les conseils de Lila. Voilà. 2, 2, 2. Si 1, ça marche pas, t'en mets une. Au fond, allez, allez. Voilà. Je suis professionnelle, je suis médecin, yes. Mettez deux doigts. Mettez deux doigts. Pour l'instant, c'est bon, je vais me laver mes mains. Ton ventre, non ? Les jeunes filles retrouvent leur petite amie du moment. Malgré l'état de Mélanie, le groupe va continuer à se droguer. On prend 3 plaquettes ou on prend 2 plaquettes? Si on prend 3 plaquettes, on peut prendre des Une plaquette. Non, on a déjà 2 Esta. Ah bah on prend 3 plaquettes. 3 plaquettes? 3 plaquettes. Après 3 heures passées à vomir, Mélanie dit se sentir mieux. Quatre mois après ce tournage, Mélanie est toujours à la rue, mais elle a entamé des démarches pour retrouver un travail et un logement. Une stabilité qui lui permettra peut-être un jour d'obtenir la garde de ses enfants.